Penser avec Georges Bernanos, ce n'est pas penser avec un philosophe comme les autres. C'est en réalité répondre à l'appel de la liberté dont finalement toute son œuvre se fait l'écho. Ce qui, d'entrée de jeu, pose un point de départ fort original. Parce qu'en réalité, s'il nous faut répondre à l'appel de la liberté, c'est bien évidemment parce que nous pouvons supposer que nous sommes sur le point de la perdre. Enfin, ça n'aurait pas beaucoup de sens d'appeler les hommes à répondre à l'appel de la liberté si les hommes étaient parfaitement libres. Ça n'aurait pas de sens. Donc en réalité, si Georges Bernanos consacre toute son œuvre à essayer de nous inviter à répondre à l'appel de la liberté, c'est parce que sans doute il part du principe que cette liberté, nous sommes sur le point de la perdre, que cette liberté est menacée, voire même peut-être que nous sommes déjà engagés sur le chemin de la soumission ou de la servitude. Cet appel à la liberté que Bernanos nous adresse confère à toute son œuvre une dimension clairement prophétique. On dirait que cette œuvre écrite hier en réalité trouve sa pleine actualité aujourd'hui. Comme si finalement, peut-être même que nous pourrions penser que Bernanos s'adressait directement à nous. Comme si, un peu comme Nietzsche qui prétendait écrire pour les hommes de dans 2 siècles, Bernanos en réalité n'écrivait pas seulement pour ses contemporains, mais écrivait pour les générations montantes, pour celles qui auraient à répondre à l'appel de la liberté qu'il nous adressait à travers toute son œuvre. D'ailleurs, il le dit quelque part. Regardons ces quelques lignes. La plupart de nos livres ne prennent leur véritable signification qu'après notre mort. La plupart des grands livres sont donc prophétiques et on ne les comprend vraiment qu'une fois accompli ce que leur auteur voyait venir. Alors posons-nous simplement la question, que voyait donc venir Georges Bernanos? La civilisation française s'est fondée sur une certaine définition de l'homme commune à tous nos penseurs, croyants ou incroyants, celle de l'homme raisonnable et libre. C'était cette liberté de l'homme, cette solidarité absolue entre sa raison et sa liberté, qui donnait à la personne humaine son caractère sacré. Eh bien, le monde dans lequel nous allons entrer, peut-être y sommes-nous déjà, mais la porte ne s'est pas encore refermée sur nous, ne connaît pas l'espèce d'homme dont je viens de parler. Bernanos entend venir l'effondrement de la civilisation française. Il entend venir cet effondrement parce qu'il voit bien que la conception de l'homme sur laquelle cette civilisation était fondée, à savoir l'idée d'un homme raisonnable et libre, eh bien, il voit que cette conception de l'homme est sans doute menacée, qu'elle est entrée dans une espèce de contestation majeure par des forces dont il faudra que nous parlions un peu plus tard, mais que ces forces vont contester cette idée fondamentale d'un être humain raisonnable et libre, et cet être humain était évidemment le terreau de naissance de la civilisation française. Civilisation française qui n'était pas d'ailleurs seulement la civilisation chrétienne, puisqu'il prend la peine de préciser qu'en réalité, sur cette conception d'un homme raisonnable et libre, se retrouvaient les croyants comme les incroyants. Et c'est précisément cela qui fait la grandeur et la noblesse et l'unité de la civilisation française, qui n'est pas au sens strict donc quelque chose de purement chrétien. Même si, bien évidemment, cette idée d'un homme raisonnable et libre, nous pourrions assez facilement penser qu'elle émerge d'une conception chrétienne de l'homme. Mais cette conception chrétienne de l'homme, finalement, même les incroyants s'y sont reconnus. C'est pourquoi je crois qu'il n'y a pas de contestation en France sur l'idée qu'un homme puisse être ou se doivent être ou doivent se comprendre comme un être raisonnable et libre. Or, c'est précisément cette idée de l'homme que les temps qui sont en train de se dessiner sous les yeux même de Bernanos, qui observe l'histoire avec un œil plus de philosophe que d'historien d'ailleurs, au dire de certains, mais je crois que c'est une réalité. Il est sans doute extrêmement philosophe, Georges Bernanos. Il voit, en d'autres termes, il voit se dessiner sous ses yeux un jeu de force qui n'est pas qui ne sera pas favorable à l'homme. Et si l'homme ne prend pas ses précautions, si l'homme ne s'y arme pas pour y rentrer, eh bien,
eh bien il en sera l'absolu et la première victime. Bien évidemment, en même temps qu'il voit cela, Bernanos comprend que la partie n'est pas jouée. Il comprend que ce monde dans lequel les hommes semblent vouloir entrer, ce monde duquel ils ont ouvert la porte, eh bien, ils ont sans doute fait quelques pas dans ce nouveau monde, mais ils n'ont pas encore complètement refermé la porte derrière eux. En d'autres termes, cette formule assez belle nous indique que peut-être il serait encore possible de faire machine arrière, peut-être il serait encore possible de réactiver cette idée d'un homme raisonnable et libre. Mais pour bien comprendre cette idée, il va nous falloir d'abord prendre conscience des forces qui la contestent, des forces qui la menacent et des forces qui peuvent la battre. Qu'il s'intitule capitaliste ou socialiste, ce monde s'est fondé sur une certaine conception de l'homme commune aux économistes anglais du XVIIIe siècle, comme à Marx ou à Lénine. On a dit parfois de l'homme qu'il était un animal religieux. Le système l'a défini une fois pour toutes, un animal économique. Non seulement l'esclave, mais l'objet, la matière presque inerte, irresponsable du déterminisme économique, et sans espoir de s'en affranchir, puisqu'il ne connaît d'autre mobile certain que l'intérêt, le profit. Rivé à lui-même par l'égoïsme, l'individu n'apparaît plus que comme une quantité négligeable, soumise à la loi des grands nombres. On ne saurait prétendre l'employer que par masse, grâce à la connaissance des lois qui le régissent. Ainsi, le progrès n'est plus dans l'homme, il est dans la technique, dans le perfectionnement des médias capables de permettre une utilisation chaque jour plus efficace du matériel humain. Texte absolument admirable de Bernanos qui répond point par point au texte que nous venons de lire. La civilisation française était fondée sur l'idée d'un homme raisonnable et libre. Eh bien, voilà que la société capitaliste ou socialiste, celle du monde moderne, dans lequel Bernanos voyait bien que son époque allait se précipiter, eh bien, ce monde est fondé sur une toute autre conception de l'homme, puisque l'homme s'y définit non plus comme un être raisonnable et libre, mais plus exactement comme un être, un acteur économique essentiellement, ce que Bernanos appelle un animal économique. Alors, évidemment, essayons de mesurer les différences. La différence essentielle, c'est que l'animal économique dont nous parle Bernanos est un animal qui est mu exclusivement par son intérêt et son profit. Ce qui n'était évidemment pas le cas de l'homme raisonnable et libre. Pourquoi? Eh bien parce que, pour prendre un exemple simple, cher à Bernanos, qu'il reprend fréquemment dans son œuvre, eh bien l'animal économique trouve parfaitement légitime et justifié que l'on brûle les excédents de notre production pour maintenir le niveau des prix. En d'autres termes, que nos supermarchés brûlent leur excédent de nourriture périmée plutôt que de la donner aux pauvres, parce qu'évidemment, si les supermarchés se mettent à donner leur surplus, eh bien, tout le monde attendra la date de péremption des aliments pour aller faire ses courses et pouvoir repartir sans dépenser un sou, ce qui, évidemment, ne fera pas les affaires des grands capitalistes de ce monde. Et donc, pour maintenir le niveau des prix et pour éviter que les prix s'effondrent, eh bien, on n'hésite pas à brûler les excédents. D'un point de vue économique, c'est absolument justifié, c'est inévitable et c'est même parfaitement légitime. Mais est-ce raisonnable? Voilà la question. Est-ce raisonnable? Est-il raisonnable quand des millions d'êtres humains meurent de faim, quand nous voyons aujourd'hui s'accroître tous les ans les gens qui recourent aux banques alimentaires? Est-ce qu'il est raisonnable pour maintenir les prix? Et bien évidemment de brûler les excédents. Voilà donc quelque chose qui marque une différence rédhibitoire que Bernanos, qui n'était pas d'ailleurs particulièrement un économiste, mais c'est pas grave, la chose est évidente, il n'y a pas besoin d'être un économiste pour comprendre cela. Eh bien, l'homme qui est mu par son intérêt et son profit, en réalité, n'est plus un homme raisonnable et libre, parce qu'il obéit à d'autres lois que lui-même. C'est exactement ce que Bernanos veut nous dire quand il nous dit
le progrès n'est plus en l'homme. Ce n'est plus l'homme qu'il faut faire progresser, ce n'est plus le cœur de l'homme qu'il faut changer pour qu'un progrès s'installe dans la culture. Eh bien, il faut tout simplement faire jouer les lois du marché et essayer de faire en sorte que le marché s'organise mieux, que les prix baissent et que tout ce que vous voudrez. Bref, c'est un petit peu ce que nous dit Adam Smith dans La richesse des nations. Finalement, qu'est-ce qui conduit maintenant l'histoire? C'est la main invisible de Dieu qui règne et qui organise les marchés, c'est-à-dire les jeux de l'offre et de la demande. Et en réalité, puisqu'il est posé par ailleurs que cette loi du marché profite bien évidemment à tout le monde, puisque le but de ce jeu de l'offre et de la demande est, si possible, de faire jouer la concurrence et donc de faire baisser les prix, ce qui, comme notre Europe ne cesse de nous le rappeler, profite toujours aux consommateurs, la baisse des prix profite toujours aux consommateurs. Il va de soi que c'est en faisant évoluer l'économie qu'en réalité on semble régler bon nombre de problèmes sociaux, et notamment le problème de la pauvreté, puisque évidemment si l'enrichissement des riches profite à tous, ce que confirme la loi du marché, puisque la concurrence fait toujours baisser les prix et que ça profite aux consommateurs, il faut au contraire encourager la production et la concurrence, donc laisser de plus en plus les riches entreprendre et les riches s'enrichir, parce qu'ultimement, ça profite à tous, comprenons, ça fait baisser les prix à la consommation. Eh bien, il va de soi que cette idée d'un homme qui finalement ne progresse plus en lui-même, n'a plus à traiter le problème de la pauvreté, n'a plus à se soucier du pauvre, n'a plus à se tourner vers le pauvre, n'a plus à faire un acte de charité vers le pauvre, comme Saint Martin de Tours avait pu le faire lorsque, croisant un pauvre, il partagea son manteau en deux pour que le pauvre ne meure pas de froid. Eh bien, je crois que c'est toute la différence entre une action sociale, une action historique qui repose sur la bonne volonté des hommes, sur leur engagement, et une action qui dépossède les hommes de toute espèce d'engagement, qui dépossède les hommes de toute espèce de réflexion et de responsabilité. Ils ne sont en réalité plus responsables de rien, puisque le marché est responsable de tout, que le marché fait progresser tout, que le marché prend en main et en charge la question même de la pauvreté, puisque c'est en laissant les riches s'enrichir que l'on résout le problème de la pauvreté. Voilà donc ce que Bernanos entrevoit, ce qu'il comprend qui va se produire dans notre histoire. Or, cela va se produire essentiellement aussi parce qu'il y a un progrès de la technique. Donc Bernanos va également mettre en question très fréquemment dans son œuvre la question du progrès technique, parce que tout ça évidemment ne serait pas possible sans le progrès de la technique. Il va de soi que la première révolution industrielle est liée au développement des machines qui réussiront à tisser le coton et à en faire une production de masse, et que cette révolution industrielle de la machine à tisser qui va faire la fortune de l'Angleterre lie intrinsèquement le progrès de l'économie au progrès de la technique. Or, ce progrès technique n'est pas seulement ce qui va permettre la révolution industrielle, il va aussi enclencher une révolution politique, et c'est de cette révolution politique qu'il convient de parler maintenant. Parce que, en réalité, le progrès technique va permettre aux hommes de construire des armes de plus en plus performantes, des armes de plus en plus meurtrières. Il est d'ailleurs assez catastrophique de reconnaître que la performance d'une arme, c'est en réalité sa dimension meurtrière. Et si avec une seule bombe, vous pouvez tuer une centaine de milliers d'êtres humains, ce qui est le cas avec la bombe atomique que les Américains ont évidemment fait tomber sur Hiroshima, eh bien ça veut dire que quand avec une seule bombe vous pouvez tuer 100 000 êtres humains, eh bien ça veut dire que vous détenez une arme formidable, une arme qui fait peur, une arme extraordinairement performante. Et cette arme performante fait évidemment régner sur la terre entière une espèce de terreur, c'est-à-dire que l'équilibre des nations s'en trouve bien évidemment bouleversé. Il y a les nations qui détiennent l'arme atomique et qui peuvent du coup se présenter comme les nations les plus fortes de la planète, et puis il y a celles qui ne l'ont pas et qui sont donc obligées de se soumettre à cette force. En d'autres termes, on voit bien que la technique
à travers la question des armes et à travers la progression de l'armement, rétablit en ce monde la loi du plus fort, dont évidemment la grande tradition chrétienne avait œuvré pour nous en extraire. Voilà, dans le christianisme, le cœur de la pensée chrétienne, c'est bien évidemment l'idée de la fraternité. L'idée de la fraternité, c'est ce qui exclut par principe que nous laissions s'épancher comme ça notre désir de domination, qu'au contraire nous le retenions, qu'au contraire nous placions notre force non pas au service de la domination, mais au service du secours et du soutien du plus pauvre et du plus démuni. Il y a donc là évidemment un basculement complet de la civilisation qui va nous faire passer, et je crois que nous sommes bien avancés sur ce terrain-là, qui nous a fait passer donc d'une civilisation où la force se mettait au service du plus faible, une civilisation que l'on pourrait appeler ou définir comme ça, comme une civilisation un peu chevaleresque, ce qu'était la civilisation française, à une civilisation de l'oppression, et d'une oppression du plus faible par le plus fort, ou du plus fort sur le plus faible, qui est présenté comme évidemment étant dans l'intérêt même du plus faible, parce que si nous laissons les riches s'enrichir, parce que ça profite à tous, il faut aussi évidemment laisser les plus forts se renforcer encore toujours davantage, parce que c'est évidemment à cette condition-là qu'ils pourront le mieux assurer notre protection. Et on voit bien qu'il y a du coup une espèce d'installation sur la Terre d'une relation de domination absolue, d'une course en réalité à la loi du plus fort et un enfermement de l'humanité totale dans cette idée de la loi du plus fort dont il n'est pas sûr du coup que nous pourrions un jour sortir. C'est pourquoi Bernanos, j'ai le texte sous les yeux, le dit, le progrès n'est plus dans l'homme, il est dans la technique, dans le perfectionnement des méthodes capables de permettre une utilisation chaque jour plus efficace. Parce qu'évidemment, cette idée donc à la fois de l'économie, cette idée de la course aux armements se double évidemment, enfin se triple même, voilà, c'est le troisième volet de la fusée, si vous voulez. Eh bien, le troisième volet de la fusée, c'est que la technique génère aussi des moyens de communication de masse qui vont rendre de plus en plus compliquée la liberté de penser. Parce que, évidemment, une presse médiatique de masse, enfin des médias de masse, Chomsky le dira bien après Bernanos, et Régis Debray également par la suite, eh bien cette médiatisation, cette médiatique de masse, ces médias qui publient à des millions d'exemplaires et qui fabriquent littéralement, pour reprendre cette belle formule de Chomsky, qui fabriquent littéralement l'opinion, rendent bien évidemment la liberté de penser de plus en plus difficile et de plus en plus compliquée, parce que lorsque chacun peut penser, que chacun peut s'exprimer et que chacun peut dire un peu son mot sur ce qui se passe dans la vie, encore les choses vont encore à peu près bien. Voilà, on peut dire ce qu'on pense et puis se nourrir de la pensée des autres et puis leur faire des objections, etc. Mais lorsque elle s'impose par voie médiatique de masse, c'est-à-dire par la radio ou la télévision, une espèce de prête à penser, une espèce d'opinion bien pensante, une espèce d'opinion imposée par voie médiatique, il est bien évidemment bien plus difficile de discuter parce que chacun reçoit cette opinion dans la solitude de son appartement. Il n'y a plus ces salons chers au XVIIIe siècle, tenus par des femmes où les hommes venaient s'affronter. Alors parfois c'était un peu ridicule pour reprendre ce joli titre de film, mais bon, par ailleurs ça permettait quand même un échange et une discussion et une liberté de penser. Mais lorsque chacun, grâce au progrès technique, se retrouve enfermé chez lui à écouter une seule et même radio à laquelle il ne peut pas répondre, à écouter une seule et même télévision à laquelle il ne peut pas répondre, eh bien ça veut dire que tout d'un coup, la liberté de penser qui se construit dans le feu des échanges, eh bien cette liberté de penser se trouve exténuée, se trouve menacée, se trouve presque expirante sur le bord du fossé, enfin sur le bord du chemin, parce qu'en réalité, nous ne pouvons plus l'exercer. Nous ne pouvons plus l'exercer parce qu'elle présuppose l'échange et le débat et non pas cette espèce d'installation devant un écran qui nous parle et auquel nous ne pouvons pas répondre. Alors bien évidemment, on pourrait toujours dire que dans les familles se rétablit un petit peu cet échange et ce débat qui permet à chacun de refaire et d'exercer et de réveiller sa liberté de penser. Mais ce n'est pas tout à fait comme cela que ça se passe
vous le savez bien, vous le savez comme moi, en réalité, aux informations succède ensuite un film que tout le monde regarde. Bref, tout le monde dans la famille a les yeux tournés vers la même télévision et du coup, ce n'est plus la même condition de vie. Et donc, les conditions même de la liberté de la pensée de cet homme raisonnable et libre, ces conditions même d'existence et de développement de cet homme raisonnable et libre sont menacées par cette civilisation économique de masse qui triple à la fois, qui enferme l'homme dans son intérêt et dans son profit, qui dégage par la technique et la science des possibilités de domination sans commune mesure avec ce que l'histoire a connu auparavant, et qui en plus triple ce double processus économique et militaire d'une nouvelle forme de médias, les médias de masse qui en réalité tétanisent et tuent la liberté de penser. Oui, le temps va venir, si nous n'y prenons garde, où la prétention d'un homme à penser librement paraîtra non moins absurde que nous paraîtrait l'illusion d'un brave mécanicien s'efforçant de fabriquer à la main des automobiles dans le but de concurrencer M. Ford. Que pouvons-nous faire? Bien évidemment, après avoir vu ce jeu de force qui vient comme une déflagration presque pulvériser la conception d'un homme raisonnable et libre, et le remplacer par un homme mu par son intérêt, intérêt qui culmine finalement dans sa domination, qu'elle soit économique, politique ou médiatique, c'est toujours l'intérêt de la domination qui se trouve satisfait par la technique. Eh bien, que pouvons-nous faire? Que reste-t-il comme moyen d'action? Et c'est là où, évidemment, Bernanos est sans doute le grand philosophe qu'on attend, le grand philosophe de nos temps à venir, de nos temps présents et de nos temps à venir. Parce que si bon nombre de philosophes ont thématisé la question du déclin, il est clair que assez peu ont finalement apporté une solution. J'en veux par exemple la philosophie de Nietzsche, qui est évidemment très percutante, très éclairante sur toute la question de la critique, eh bien, et sur toute la dénonciation du nihilisme et de la décadence. Eh bien, la philosophie de Nietzsche est quand même assez moins éclairante sur la question de s'en sortir. Nietzsche d'ailleurs le dit parfois, il le dit, j'ai été un décadent, mais je m'en suis sorti. Oui, mais enfin, il ne dessine pas pour autant exactement un chemin de sortie de cette décadence. Eh bien, Bernanos, lui, sans doute s'y emploie. Il s'y emploie d'ailleurs pour une raison qui est évidente, parce que chrétien il est et chrétien il reste, et donc il est traversé par une espérance que Nietzsche, bien évidemment, peut-être n'avait pas. Et cette espérance pousse Bernanos, évidemment, à surmonter le désespoir de cet homme pulvérisé et remplacé par cet homme économique, cet animal économique. Bernanos a une formule magnifique qu'il dit « L'espérance, c'est un désespoir surmonté ». Voilà, il faut être allé au bout du désespoir, il faut être allé au bout de la nuit, comme il le dit d'ailleurs, peut-être annonçant l'œuvre de Céline, il faut être allé au bout de la nuit pour voir se lever une nouvelle aurore. Eh bien, cette espérance qui anime et qui ne quittera jamais Bernanos le pousse à entrevoir une solution, non pas pour rétablir cet homme raisonnable et libre qu'a connu finalement l'histoire avant que ne surgisse cette révolution économique, mais peut-être pour inventer une nouvelle façon d'être homme qui rétablirait malgré tout une certaine raison et une plus grande liberté. Eh bien, en d'autres termes, pour comprendre les voies par lesquelles cela devient possible, il faut se rappeler que Bernanos a passé une très grande partie de son œuvre à faire appel à notre enfance. Voilà. Il faut rétablir l'unité de notre histoire et essayer de retrouver les aspirations de notre enfant. Rester fidèle à l'enfant qu'on a été, cet impératif finalement que Bernanos nous adresse vaut aussi bien pour les individus que pour les peuples. Voilà, il faut que la France et que le peuple français retrouve l'inspiration
de son enfance, retrouve toute la conception qu'il pouvait avoir de la vie alors même qu'il était jeune, c'est-à-dire avant même d'être entré dans les problèmes de l'économie, les problèmes de la rentabilité, les problèmes de la performance, qui ne sont pas tout à fait les problèmes de l'enfant. Voilà. L'enfant que nous avons été est un enfant qui est finalement plus près de la divinité qu'immergé dans la société. Eh bien, Bernanos nous invite à retrouver ces valeurs de l'enfance. Pour une raison d'ailleurs toute simple qu'il ne cache pas, c'est qu'en réalité, l'Évangile, qui est son livre de philosophie préféré, qui est même à ses yeux sans doute le seul livre de philosophie qui vaille, eh bien l'Évangile, nous dit-il, l'Évangile est toujours jeune. En d'autres termes, c'est nous qui devenons vieux. Et devenir vieux, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut sans doute dire se recentrer de plus en plus sérieusement, de plus en plus minutieusement sur ses intérêts. Voilà. Or, il faut garder cette espèce de générosité de l'enfance, il faut essayer de l'entretenir parce que la générosité qui est au cœur de la fraternité est au cœur du message évangélique et c'est ça qui est toujours jeune. C'est ça qui est finalement la vie même de l'esprit du peuple français. Nous avons dit tout à l'heure que le peuple français avait une pensée particulière qui excédait très largement sa littérature. Eh bien, nous voilà obligés de faire un léger retour sur cette conception de la pensée française. Cette pensée française excède la littérature, excède la philosophie, parce que bien évidemment, elle intègre la plus grande expérience de la fraternité, c'est-à-dire la plus grande expérience de la générosité et donc la plus grande expérience de l'enfance. Pourquoi cette prétention? Est-ce qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'un propos franchouillard, cocorico, vive les Français, nous sommes les plus fraternels de la planète? Eh bien non, il ne s'agit pas ici de raconter des sornettes, il s'agit de regarder les faits. Les faits, c'est que la France est une terre, pour Bernanos, la France est une terre de sainteté parce que c'est une terre sur laquelle un grand nombre, et un nombre incalculable, et peut-être le plus grand nombre de la planète, le plus grand nombre de saints ont vu le jour, ont grandi et se sont développés. Et à ses yeux, ce sont les saints, bien évidemment, qui ont fait la France. Et au premier rang d'entre ces saints, eh bien, Bernanos en identifie fréquemment deux auxquels il semble vouer un culte particulier et en tous les cas une admiration particulière. Et ces deux saints, ce sont évidemment deux saintes. Ce sont d'abord Jeanne d'Arc et Thérèse de Lisieux qui partagent cet étrange destin d'être morts jeunes. Or, visiblement, pour Bernanos, ce n'est pas sans raison parce que ce feu, cette générosité incroyable qui ont animé Jeanne d'Arc et Thérèse de Lisieux sont évidemment des marques de l'enfance. Or, ce qui est fascinant dans l'histoire du peuple français, c'est de voir la place qu'ont occupée Jeanne d'Arc et Thérèse de Lisieux. Il est assez troublant de voir que l'histoire d'une âme, ce petit livre d'une enfant de Thérèse de Lisieux, est sans doute l'un des livres les plus vendus de la planète, comme quoi il y a bien dans ce livre quelque chose qui parle au cœur des êtres humains, comme si finalement ce livre opérait comme un retour du refoulé. La civilisation moderne dans laquelle nous vivons, cette civilisation qui nous impose de nous muer, de nous transmuer en animal économique, eh bien, cette civilisation n'étouffe pas complètement l'enfant que nous avons été, cette civilisation n'étouffe pas complètement la générosité de l'enfant que nous avons connu. Eh bien, sans doute cette générosité, cette émotion qui se saisit de nous, qui s'empare de nous, lorsque nous lisons par exemple les actes du procès de Jeanne d'Arc ou l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux, eh bien, cette espèce d'admiration, de passion qui se saisit de nous, eh bien, ce n'est rien d'autre que le réveil de notre âme d'enfant. Comme quoi, c'est un retour du refoulé qui n'a rien à voir avec le retour du refoulé de Freud. Il ne s'agit pas de voir réapparaître dans notre conscience nos pulsions libidinales, mais au contraire de voir réapparaître dans la conscience de l'animal économique que nous sommes devenus par la contrainte de l'univers technique et médiatique, et bien de voir réapparaître au cœur de cette conscience de l'animal économique
la conscience d'une âme d'enfant, la conscience d'une aspiration de notre enfance à la générosité et au partage, c'est-à-dire à ce temps de l'enfance où finalement on ne joue pas, on ne choisit pas ses camarades de jeu en fonction de leur niveau et de leur hiérarchie sociale. Voilà, je crois que la beauté de l'enfance, c'est ça, c'est que l'enfant des riches comme l'enfant des pauvres peuvent finalement jouer ensemble au même jeu, dans le même champ, dans la même prairie, dans la même cour de récréation. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'important qui établit la fraternité, c'est-à-dire qui surmonte les divisions sociales dans lesquelles nous nous laissons prendre continuellement. Eh bien, je crois que le message de Bernanos que nous avons à entendre aujourd'hui et ce qu'il a écrit pour nous, ce qu'il a promu dans toute son œuvre, en sachant peut-être que nous le lirions un jour et que peut-être nous serions sensibles à cet appel, eh bien, c'est de retrouver en nous cette inspiration de l'âme d'enfant et de la réveiller par la lecture de ces enfants admirables qui ont traversé notre histoire et qui, sans doute, ont donné parfois des saints absolument vertigineux, enfin des saintetés incroyables, parce que des saintetés de l'enfance sont toujours fascinantes, mais finalement, il n'y a pas seulement que des saints, ou plutôt il faudrait inscrire au répertoire des saints des jeunes hommes aussi morts sous les balles des Allemands comme Guy Moquet par exemple, ou des génies littéraires peut-être comme Rimbaud ou comme d'autres. Voilà, il y a dans toute cette littérature, dans toute cette simplicité de l'enfance, toute la pensée française. Et c'est bien évidemment cette pensée française qu'il faut essayer de faire revivre, dont il faut essayer de retrouver l'inspiration. Il faut donc que nous trouvions les conditions d'opérer en nous-mêmes ce retour du refoulé, c'est-à-dire de réentendre parler en nous la voix de l'enfant. Eh bien voilà ce à quoi Bernanos nous invite à travers toute son œuvre. Il ne nous reste plus qu'à l'écouter. Le plus obtus des observateurs sait parfaitement qu'un avare est vieux à 20 ans. Il y a un peuple de la jeunesse. C'est ce peuple qui vous appelle, c'est ce peuple qu'il faut sauver. N'attendez pas que le peuple des vieux ait achevé de le détruire par les mêmes méthodes qui jadis, en moins d'un siècle, ont eu raison des peaux-rouges. Ne permettez pas la colonisation des jeunes par les vieux.